5 mois après, il est de retour. Je ne parle pas de Théo qui est à mes côtés, mais bien de Kristaps Porzingis qui n'avait plus joué depuis les finales NBA, qui a repris le chemin des parquets la nuit dernière. Théo, un retour gagnant, un retour même assez intéressant et même impressionnant vu que les Celtics ont écrasé les Clippers 126-94. Grosse performance offensive des Celtics. Et Kristaps Porzingis, en 23 minutes, 16 points, 6 rebonds, 2 contres, 2 passes. Il reprend là où il s'était arrêté finalement. Ouais, bah, il était plutôt bon. Il était titulaire, bon, ce qui est assez logique vu son statut, son importance dans l'équipe. Tu sentais un petit peu de fébrilité quand même, normal, hein, comme un mec qui a pas joué depuis longtemps. Je trouve un petit peu rouillé aussi dans sa mécanique de tir, notamment à 3 points. Mais il a quand même vite été bon. Et ce qui est vraiment intéressant pour Boston, c'est que il a commencé déjà à refaire ce qu'il faisait défensivement, à dissuader dans la peinture, parce que la défense des Celtics c'est quand même moins impressionnante sur ce début de saison qu'elle ne l'a été l'an dernier, notamment qui laisse un meilleur pourcentage aux équipes adverses dans la peinture et près du cercle. Et là, il a tout de suite été dans la dissuasion. Je trouve que tu vois tout de suite, tu retrouves tout de suite l'impact potentiel qu'il peut avoir sur cette équipe. Donc, ouais, un retour super gagnant pour les Celtics. Les Celtics qui ont mis 51 points dans le deuxième quart-temps, avec 12 paniers à 3 points dans le deuxième quart-temps. C'est un nouveau record NBA. 22 au total. La recette habituelle est là, comme tu l'as dit, avec Porzingis, récupérer de la dissuasion défensive, on va récupérer un mec sur qui tu peux, à la limite, à la fois poster et aussi un joueur qui étire les lignes et qui est capable de prendre des 3 points comme les 4 autres membres du 5 majeur. Ça m'intrigue un peu. J'espère que Porzingis va réussir à enchaîner les matchs parce que j'aimerais bien voir des Celtics un peu à pleine puissance. Ça fait longtemps, tu vois, qu'on les a pas vus vraiment à pleine puissance. Notamment, tu vois, quand on arrive en février, fin janvier, février, j'aimerais bien qu'il y ait une petite série où on peut jauger ces Celtics au complet, voir un peu ce que ça donne et se dire, ok, est-ce que par rapport à l'an dernier, il y a encore vraiment une marge encore euh, à quel point cette marge est supérieure par rapport à la saison dernière. C'est ce qui m'intrigue un peu du côté de Boston. Ouais, c'est vrai. Et puis alors là, c'est marrant parce qu'ils ont commencé, ils étaient vraiment pas bons à 3 points dans le premier carton. Porzingis en prend un paquet, notamment, qui met pas dedans. Et par contre, le deuxième carton dont tu parles, là où ils ont mis tous leurs points, c'est que il y a eu un barrage de tirs à 3 points. Hauser, pardon, comment il s'appelle, Peyton Pritchard, Pritchard, ouais. tous, ils ont Avec 20 commencé à points. prendre feu. Et là, tu vois que c'est injouable. Et ce qui est intéressant, je partage ton avis au sujet de Porzingis, c'est le fait qu'il puisse enchaîner les matchs, c'est qu'il apporte quand même une autre menace offensive du côté des Celtics que simplement le tir à 3 points, notamment sur les passes lobées, sur pourquoi pas un peu de jeu posté, là où il a énormément progressé depuis 2 ans, ce qui était peut-être paradoxalement son gros point faible en début de carrière. Depuis son passage à Washington, on sait qu'il est devenu bien plus efficace dans ce registre. Donc ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'il va pouvoir apporter. Il faut qu'il puisse être sur le terrain, effectivement. Mais j'ai trouvé les Celtics. Je sais pas s'il leur a redonné, ils ont pas besoin, ils avaient pas besoin d'avoir un nouveau coup de boost, mais je les trouverais vraiment, comment dire, agressifs. Déjà hier c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé ce qu'ils pouvaient leur apporter. Ah voilà, le public était chaud parce que c'était le retour de Kristaps. Ça jouait peut-être un petit peu, mais ouais, elle a joué avec beaucoup d'enthousiasme cette équipe hier. Puis mettre 126 points à la défense des Clippers, qui est quand même l'une des bonnes défenses de la ligue, c'est quand même une sacrée performance. Et vu qu'on est sur les performances offensives, que dire des Knicks qui en ont mis 145 aux Nuggets, victoire 145-118 de New York à Denver. Denver qui galère cette saison à domicile par rapport à d'habitude. Grosse prestation offensive des joueurs de Tom Thibodeau. On l'a déjà vu sur ce début de saison, hein, que c'est une équipe qui est capable de très bien jouer en attaque. Elle l'a encore montré la nuit dernière. Là, en termes d'adresse, 60% au tir, 61 même pour 61% au tir sur l'ensemble du match, 52% à 3 points, 40 points d'O.J. Anunoby, son nouveau record en carrière, 17 passes décisives de Jalen Brunson, son nouveau record en carrière, 45 passes décisives en tout pour les Knicks, Théo. Ouais, bah c'est énorme parce qu'en fait, en début de saison, on était un petit peu. Enfin, moi, j'étais un petit peu étonné quand même des résultats en dents de scie de New York en début de saison parce que enfin, je faisais partie de ceux qui avaient plutôt un avis positif sur le trade qu'ont fait les Knicks. On savait qu'ils allaient baisser de pied en défense. Par contre, l'idée, c'était dans l'échange, c'est de te dire, bon, bah, on baisse un peu en défense. Par contre, offensivement, on va être beaucoup plus fort. Et là, depuis ce qu'on voit depuis quelques semaines maintenant, c'est que les choses sont en train de s'organiser. Je pense qu'en termes de hiérarchie, même quelque part, Karl Anthony Towns était un petit peu timide en début de saison. Il osait peut-être pas trop marcher sur les plates-bandes des autres. Là, je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place dans la hiérarchie offensive de l'équipe. Et bah, hier, c'était
après, la défense des Nuggets, ça n'a pas été au niveau, mais je pense qu'on commence à voir un petit peu ce que les Knicks avaient en tête au moment de faire ce trade en termes d'efficacité et de danger offensif. Parce que finalement, hier, tu dis, ouais, voilà, c'est OG Anunoby qui met 40 points. Tu dis, sur le papier, c'est même pas censé être lui forcément le point central de l'attaque de New York. Et pourtant, bah, voilà, un soir où ça marche, un soir où il trouve les ajustements, bah, un joueur comme ça, un joueur comme Anunoby peut faire un gros carton. Lui, il est vraiment en forme hein, depuis quelques jours, Anunoby. De toute façon, c'est un rôle qui lui convient. Tu sais que la défense va d'abord se concentrer sur Bronson, puis ensuite sur 4, et peut-être même sur Bridges avant qu'elle se concentre sur lui. Il lui reste les miettes, il a des espaces, il se régale, quoi. Euh, et du coup, les Knicks, quand même, marquent 122,4 points sur 100 possessions. C'est vraiment pas mal. Il n'y a que les Cavaliers qui font mieux. Enfin, c'est plus que pas mal. C'est historique. Si la marque venait à se maintenir, ce serait la deuxième meilleure marque de tous les temps. Les Cavaliers seraient la meilleure marque de tous les temps. Donc impressionnant de la part des Knicks. Les Nuggets continuent de patiner. Il y a une bonne nouvelle du côté des Nuggets. C'est pas juste sur ce match. C'est que Russell Westbrook, cette saison, il met ses 3 points, Théo. Il met ses 3 points, il est laissé ouvert, sa mécanique est bonne, le bras est bien aligné, il monte, il met ses 3 points. 4 paniers à 3 points hier, dont 3 de suite. Ouais, 27 points, heureusement qu'il est là, parce que sinon l'apport du banc est famélique du côté des Nuggets. Donc oui, voilà, là aussi c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Tu peux pas partir du principe que Westbrook va mettre ses 3 points toute la saison. C'est pas non plus une donnée sur laquelle je pense que tu puisses t'appuyer fortement. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit coup de mou aussi de la part de Nikola Jokic hier, qui est extraordinaire à 3 points. Je crois que c'est lui qui a le meilleur pourcentage de tirs à 3 points depuis le début de la saison. Hier, il fait que 2 sur 7. Il joue 32 minutes, donc pas un énorme temps de jeu. Je pense qu'il y a un coup de mou. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que historiquement, et même la saison dernière, les Nuggets sont quasiment toujours l'une des équipes qui a un excellent bilan à domicile, notamment en raison de la haute altitude où se trouve le club. Voilà, là, cette saison, c'est pas ça. Et je pense que c'est une donnée qui est importante pour Denver. Il faut qu'ils puissent profiter de cet avantage s'ils veulent s'ils veulent avoir une chance, voilà, d'aller le plus loin possible cette saison. Et là, c'est un petit peu inquiétant parce que là, clairement, c'était New York c'est New York qui avait l'ascendant, je trouve, sur le rythme, sur le dynamisme. Ça, c'est une donnée à regarder. Juste à parler de minutes, malgré cette large victoire, Bronson a quand même joué 38 minutes. Anunoby 38 minutes, Bridges 36 et Town 34. Bon, ouais. Petit passage Thibodeau incorrigible. Tiens, j'ai commencé ce podcast en disant 5 mois après Porzingis est de retour, quasiment 300 jours après, Elfrid Payton est de retour en NBA. On sait qu'il a été recruté récemment par les Pelicans. Ça nous a fait marrer un petit peu, mais mine de rien, Elfrid Payton, il enchaîne les bons matchs. Alors, New Orleans a encore perdu, mais Payton, il a lâché 21 passes décisives, Théo. Défaite des Pelicans contre les Pacers, 114-110. Mais je voulais quand même revenir sur cette perf de Payton, 21 passes d'ess. C'est la meilleure performance de la saison, c'est son record en carrière à 30 ans. C'est fou ce qui est en train de se passer. Le mec n'a pas joué en NBA depuis 2022. Il revient. Personne ne sait où il était pendant ce temps-là, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Elfrid Payton, tu sais, c'est le gars, genre tu pars pour un match le dimanche matin, t'es que 4, et tu croises un ancien coéquipier, tu dis vas-y, viens avec nous, on te fait une fausse licence et tout. Il s'est pas entraîné depuis 3 ans, et bien c'est le meilleur joueur sur le terrain, quoi. Exactement. Donc oui, c'est le petit coup, comment dire. Heureusement qu'il y a ça pour redonner un petit peu de peps aux Pelicans. On en a parlé longuement hier dans le podcast autour de Zion Williamson. Cette année, c'est juste trop compliqué en fait. Ils ont juste pas assez de joueurs à aligner, de qualité à aligner sur le terrain pour pouvoir être compétitifs. Je sais pas combien de temps ça va durer pour Elfrid Payton. C'est un joueur quand même qui était assez inconstant. Là, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ils ont besoin de lui, donc il va avoir des minutes. Il va pouvoir jouer, il va pouvoir peut-être se refaire une place peut-être dans la ligue. On sait que c'est souvent une question d'opportunité. Donc ouais, c'est la belle histoire du côté des Pelicans qui retrouvait aussi CJ McCollum. Ouais. C'est ça, hein, je me trompe pas, c'était son match de retour hier. C'était son match de retour. Ce 23 points. Ouais, pardon, vas-y Théo. Non, j'avais juste donné ses stats sur le match.
Payton, là, il tourne à 10 points, 56% au tir. Il prend pas un tir à 3 points. Donc, il est pas du tout dans l'époque. Et 11 passes décisives. Ça, c'est sur ces 3 matchs. C'est assez marrant. Bon, c'est que 3 matchs. Oui, tu l'as dit, McCollum de retour. 16 points, 13 rebonds aussi du rookie Missy. Et en face, Ouais. Tyrese Haliburton avait été très bon. 34 points, 13 passes. Il a mis ses 3 points, notamment. Il a marqué 9 paniers à 3 points. Victoire importante d'Indiana. Enfin, c'est toujours bon pour Indiana de battre des équipes un peu en perdition. Ça leur permet de rééquilibrer leur bilan. On peut peut-être passer à la perf Juste, ouais, individuelle. Ouais, vas-y. je te dis, non, juste un mot en passant, parce qu'on a parlé d'Yves Missi, c'est quand même une des belles surprises de la saison, parce qu'en fait, on savait pas du tout. Enfin, voilà. On n'était pas sûr de l'impact qu'il pourrait avoir, et il montre que c'est un vrai joueur solide. C'est un des très bons rookies de ce début de saison, et je pense que pour le coup, c'est pas juste un joueur qui profite de l'opportunité, c'est vraiment quelqu'un qui a le potentiel pour faire ce qu'il fait très bien depuis le début de saison. Yes, bah t'as raison de le souligner. J'allais te dire, on peut passer à la perf individuelle de la nuit. C'est un joueur qui est chaud patate en ce moment, c'est LaMelo Ball. 44 points. Il a mis plus de la moitié des points de son équipe quand même. Mais bon, les Hornets sont encore perdus. Il en avait mis 50 contre les Bucks. Charlotte avait perdu. Là, il en met 44. Donc 94 en 2 matchs quand même. Charlotte a encore perdu contre Orlando. 95-84. 44 points, 9 rebonds, 7 passes. Il a pris 30 tirs, un peu moins que l'autre match, il en avait pris 38. 17 sur 30, 4 sur 11 à 3 points. La mélo est chaud patate, mais bon, le reste ne suit pas, quoi. Ouais, après, j'ai envie de dire, j'ai plus été impressionné finalement par la capacité du Magic à rebondir après la blessure de Paolo Banchero et sur le niveau de jeu affiché par Franz Wagner, qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe Ouais. du Magic. Il a été très très bon hier encore dans l'alternance, ce qui fait 21 points, mais il fait aussi 7 passes décisives. Donc c'est plutôt ça qui m'a marqué. Effectivement, la perf de la Melo est belle. Les Hornets avaient aussi beaucoup de blessés, hein. Il y a pas Miles Bridges, il n'y a pas il y a Sheman toujours n'était pas là. voilà, Treman n'était pas là, donc tu sentais que tout tournait autour de la Mélo, voilà, qui a fait un match complet. Je sais plus, excuse-moi, j'ai écouté d'une oreille distraite, je sais que tu as dit 44 points, mais 9 rebonds, 7 passes aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, au total. Ouais, moi, je retiens surtout la belle performance quand même du Magic qui continue à engranger les victoires en attendant que son franchise player revienne. Et ça, voilà, je trouve que Franz Wagner, il a peut-être passé un cap encore dans la création. Au bout du compte, il n'est pas uniquement scoreur, vraiment, c'est lui qui est le détenteur, enfin, qui fait tourner le jeu du côté du Magic. J'ai trouvé que c'était une belle victoire et il y a les Français qui ont eu du temps de jeu aussi du côté des Hornets. Ça, c'est l'autre truc que j'avais gardé en tête. Je sais pas si tu veux donner leurs stats et. Alors, elles sont pas brillantes en termes de points marqués, c'est-à-dire 1 point et 7 rebonds pour Tidjane Salin qui a quand même joué 30 minutes. Et 2 points, 8 rebonds pour Moussa Diabaté qui a joué 30 minutes. Il a aussi contré 4 tirs, pris 2 interceptions. Donc, grosse activité défensive de Moussa Diabaté. Voilà, il n'y a pas le scoring qui suit, mais Moussa Diabaté, pour le coup, il est en train de se faire sa place, clairement, au Hornets. Complètement, il a notamment mis un contre assez énorme sur Anthony Black qui partait au dunk et dans la dureté, on a pu le voir se friter avec Mo Wagner dans la raquette pour l'empêcher de prendre la position préférentielle. Et je suis complètement d'accord avec toi, Moussa. Vraiment, même si au scoring, de toute façon, on sait que c'est pas forcément là-dessus qu'on l'attend. Il montre vraiment des choses super intéressantes sur ce début de saison. Et moi, je reviens sur Franz Wagner. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il est en train de passer un cap. Moi, il y a pas longtemps, on avait débattu au sein de la rédaction pour tu sais, les trophées un peu que ça donne au bout d'un mois. Et j'ai dit le MIP, Franz Wagner, il peut vraiment être premier. Il y a, j'ai l'impression que c'est encore plus fort que Dyson Daniels en termes de cap passé. Tu vois, Daniels a juste eu des minutes en plus. Franz Wagner est vraiment en train de devenir une star. Et le seul truc maintenant, c'est la régularité au tir. S'il devient régulier au tir, Franz Wagner, on est sur un vrai All-Star, quoi. Il y a même pas de doute, quoi. C'est même pas une histoire seulement de situation. Je crois qu'on est sur un joueur, ouais, qui est à ce niveau-là. Et du coup, le Magic aurait quand même 2 vrais All-Stars avec un banc qui a été très performant hier, par exemple. 16 points de Mo Wagner, 16 points de Cole Anthony. Anthony Black, même s'il manque d'adresse, je le trouve intéressant. Je trouve que c'est vraiment un joueur intéressant. Il y a une jeunesse qui se développe du côté du Magic, et le Magic est troisième à l'Est, pardon. Et ouais, complètement d'accord avec toi au sujet de Franz Wagner. Honnêtement, j'étais vraiment confiant
parce que je me disais que son adresse extérieure l'an dernier pouvait pas être la marque de ce que serait sa carrière. Et cette année, on l'a vu, tir à 3 points, il a vraiment, enfin, son pourcentage a progressé, mais je suis pas surpris en fait. Et à la fin du match, hier, il en met deux très importants, de loin même, en passant à un moment où Charlotte passe sous le pic et lui, il recule, il prend son tir à 3 points lointain. Tu sens qu'il est en pleine confiance et c'est vraiment ce qui change la donne. Ça change la donne énormément pour le Magic en fait. S'il a une adresse correcte, comme tu l'as dit, ils ont deux super joueurs qui, je trouve, sont très complémentaires dans le jeu. Ils se marchent pas sur les pieds. Tu sens qu'il y a une vraie entente entre Banchero et lui. Et ouais, l'avenir est vraiment cool pour Orlando. On attend juste que Banchero puisse revenir de blessure en espérant qu'il puisse revenir pour de bon et qu'il soit pas handicapé sur la fin de saison. Juste pour revenir aussi sur la Melo Ball. C'est vraiment un joueur qui est. J'ai jamais vu un joueur comme la Melo Ball en fait. Hier, il prend des tirs à 3 points qui sont tellement durs sur la. Je crois que c'est toi qui disais dans un podcast, genre c'est le genre de joueur, faut pas le montrer à des jeunes parce que sur la mécanique de tir, les appuis, t'as l'impression que tout est en bordel. Et en fait, non, c'est ses tirs à lui quoi. À un moment, il prend une espèce de step back sur un pied. Les épaules complètement de côté, boum, ça tombe dedans. Ça doit être un enfer de défendre sur lui parce que tu comprends jamais ce qui va se produire. Mais parce qu'en fait, c'est un mec qui a toujours joué comme ça. Et je disais juste avant qu'on commence le podcast, je te disais, la Mélo, il joue comme au lycée, à la fois pour ce qu'il y a de bon et pour ce qu'il y a de mauvais. Et c'est vrai que c'est très tôt, lui, il a été mis dans le bain avec ses grands frères, etc. Très tôt, il a eu le droit de faire exactement ce qu'il voulait. Il s'est développé comme ça. Je pense aussi que tous ces appuis, c'est les trucs qui n'ont pas de sens parce que c'est pas, comment on appelle ça? C'est orthodoxe du coup. C'est pas très orthodoxe, tu vois, en termes c'est pas très orthodoxe, pardon, je voulais dire. Tu vois, tu joues avec tes grands frères, tu es obligé de trouver un moyen de prendre un tir. Donc des fois, tu prends des tirs complètement désaxés, tu peux pas te créer un tir propre, ils sont plus grands, ils sont plus costauds que toi. Tu apprends à tirer comme ça, tu tires tout le temps comme ça, tu joues à 12 ans avec des mecs qui sont beaucoup plus âgés que toi. Tu sais, au lycée, ça avait aucun sens. Bon, il avait pas 12 ans, mais en AAU, il jouait avec des mecs toujours plus âgés que lui. Pareil, après, il est allé jouer en Lituanie. C'était un espèce de coup de pub du club et pareil, il jouait avec des adultes alors qu'il avait 16 ans et il avait carte blanche pour faire ce qu'il voulait. Il a toujours fait ce qu'il voulait et là, vraiment, je trouve qu'en NBA, là, ça y est, il a atteint le stade où on comprend qu'il est très fort, on lui laisse faire tout ce qu'il veut et il a cette capacité à mettre ces tirs-là. Il est à 31 points par match, c'est le deuxième meilleur marqueur de la ligue aujourd'hui, la Melo. Et il est complètement relâché, je pense qu'il est absolument libre. Et c'est à la fois positif et négatif parce que ça donne après des. Tu vois, il fait pas encore gagner son équipe, quoi. Je suis pas sûr qu'un jour la Mélo fasse vraiment gagner son équipe. Après, voilà, autour de lui, il manque du monde, tu vois. Il manque notamment les vétérans, notamment ceux qui sont censés pouvoir te faire gagner un peu leur net. Grant Williams, Miles Bridges, Mark Williams, le pivot, même si ça donne du temps de jeu à Moussa Diabaté. Il manquait Treman sur ce match. Mais ouais, non, la Mélo, c'est un cas à part en NBA, en fait, quoi. C'est ça. Le maître du contretemps, quoi. Ouais. Allez, on peut enchaîner avec la deuxième défaite de suite des Warriors. Défaite un peu surprise contre les Nets, surtout qu'ils menaient 18 points, les Warriors. Défaite 120-128. Et moi, cette défaite, Théo, elle va me renforcer dans mon idée que les Warriors ont besoin d'une deuxième star. Parce que la profondeur, c'est bien, mais il y a des moments dans ce match notamment où ça aurait été intéressant d'avoir un autre mec capable de vraiment faire la différence un peu solo. 28 points de Stephen Curry quand même, mais défaite face aux 31 points de Dennis Schroeder. Il y a eu 23 points de Cam Thomas, mais il n'était pas vraiment sur le terrain le moment où les Nets sont vraiment revenus. Gros comeback des Nets et belle victoire de l'équipe de Jordi Fernandez. Ouais, c'est ça. Alors, bon, on pourra reparler de cette affaire de trade, effectivement. Surtout, ils auraient besoin d'avoir une équipe capable de défendre dans le quatrième quart-temps, parce qu'ils en prennent quand même 41 dans le quatrième. Là, effectivement, quand t'es une équipe du standard, enfin du standing plutôt de Golden State Warriors, avec des standards défensifs, justement, qui sont censés être tout autres, tu peux pas espérer que de bonnes choses ressortent de ça, surtout face à une équipe des Nets où on le sait depuis le début de l'année, offensivement c'est vraiment une équipe qui est dangereuse, qui pose un problème à tout un tas d'équipes par le jeu mis en place par Jordi Fernandez, c'est une équipe qui a... C'est même pas une équipe de lieutenant, c'est une équipe qui a tous les role-players dont tu as besoin dans une équipe qui va loin en fait. Il leur manque juste le 1 et 2.
Il manque un et deux, mais autour, voilà, ils ont des 3D partout, des mecs qui peuvent shooter, pénétrer. C'est orchestré par un super coach. Donc voilà, effectivement, belle victoire d'équipe des Nets. Et je partage ton avis sur Cam Thomas. C'était intéressant de voir que bah, il a carte blanche. On sait qu'il va scorer, mais il est quand même coaché, quoi. Tu vois, là, il passe 23 minutes sur le terrain. Et Jordi Fernandez, il coach quand même pour gagner les matchs, quoi. Je pense à un truc, vu qu'on parle des Nets, j'ai vu une rumeur passer, je vous la donne, alors c'est qu'une rumeur, mais les Bucks s'intéressent à deux joueurs des Nets, Dorian Finney-Smith, ce qui a énormément de sens, je pense que ce Mm. serait vraiment un joueur dont les Bucks auraient besoin, et Cam Thomas, justement. Alors je pense pas qu'ils aient de quoi, même si Cam Thomas n'a pas une énorme valeur sur le marché, je pense pas que les Nets accepteront juste des seconds tours de draft ou les quelques joueurs. Je vois pas ce que Milwaukee peut proposer pour Cam Thomas. C'est intéressant de savoir que ces deux profils, en tout cas, plaisent à Milwaukee, du côté de Milwaukee. On peut enchaîner peut-être avec la performance d'OKC, la performance de Shai Gilgeous-Alexander, victoire du Thunder qui du coup reprend la première place de la conférence Ouest avec la défaite de Golden State, victoire d'OKC 130-109 à Sacramento sur le parquet des Kings et du coup 37 points, 11 passes de Shai Gilgeous-Alexander, 28 points de Jalen Williams qui est lui aussi excellent en ce moment et 19 points, 10 rebonds, 4 passes de Isaiah Hartenstein qui est revenu, mais il est dans une forme, il n'y a pas de reprise légère, quoi. Il est tout de suite à fond, là maintenant il était carrément titulaire, il a encore été très bon, ça sent la très très belle recrue quand même pour le Thunder. Ah bah c'est comme s'il était là depuis 2 ans déjà, qu'il avait rien Ouais. manqué. Dès son premier match, il a été bon. Je crois qu'il était en double-double dès son premier match de retour. Et Ouais. voilà, cette équipe, ça te montre à quel point cette équipe est forte quand même. Même privé de Chet Holmgren, qui est bah, un des principaux éléments de cette équipe, ils ont réussi à encaisser son absence sur blessure pour plusieurs semaines encore. Et bah ouais, très belle victoire du Thunder qui confirme en fait son statut. Et cette équipe de Sacramento, bah, il y a encore une marge quoi, quand même entre cette équipe qui a du talent et puis le Thunder qui est bien au-dessus. Qu'est-ce qu'il nous restait? Oui, il restait des matchs. Il y a déjà notamment le buzzer beater de Jaden Ivey, le buzzer beater de la nuit. Victoire de Detroit contre Toronto 102-100 sur un panier justement pour la gagne au buzzer de Jaden Ivey. Ivey, il avait les pleines responsabilités ce soir-là vu que Cade Cunningham n'était pas là. Et bah franchement, il en a tiré profit. 25 points, 5 rebonds, 8 passes et je l'ai dit, le panier pour la gagne. Il est pas cadeau le panier pour la gagne, hein, parce que sur pied droit, une espèce de shoot sur un pied droit, main droite avec la planche en partant vers la ligne de fond. Fallait vraiment aller chercher ce panier. Ouais, belle victoire. Je suis content quand même. Enfin, je l'avais déjà dit, mais j'ai eu très peur en début de saison en voyant les résultats très durs de Détroit sur les premières semaines. Là, ça fait plaisir quand même de les voir remonter la pente. Jaden Ivey, je trouve il fait partie de ces joueurs qui ont passé un cap. On en parle peut-être un peu trop, mais en tout cas qui ont vraiment progressé, quoi. Je trouve que son jeu commence à être plus structuré. Tu sens c'est un joueur qui a des jambes de feu, mais là tu sens qu'il sait mieux se servir des moments où il faut accélérer, les moments où il faut garder un petit peu en garder un peu sous la semelle. Donc ouais, belle victoire de Détroit, clairement. Retour d'Ozar Thompson aussi pour les Pistons. Premier match depuis mars. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il a joué que 16 minutes en sortie de banc. Il fait 5 points, 3 rebonds, 4 passes. Mais Ozar, il y a un potentiel intéressant comme son frère jumeau Ahmed. Et il avait été bon. Moi, j'avais trouvé très intéressant sur le début de saison, sur le début de sa saison rookie. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle du coup. 31 points, 14 rebonds, 7 passes pour Scotty Barnes. Dallas a battu Atlanta. Dallas qui s'est de suite repris après avoir perdu contre Miami la nuit d'avant. Victoire de Dallas 129-119. 32 points de Kyrie Irving, 22 en deuxième mi-temps, 23 points de Jaden Hardy, 22 points de Najee Marshall et 22 points de Spencer Dinwiddie. Ouais, bah, belle victoire de Dallas. Il y a aussi Derek Lively qui a joué que le début du match après qu'il est sorti, qui visiblement était malade et il n'est pas revenu en jeu par la suite. Ça n'a pas empêché de Dallas de dérouler, j'ai l'impression, face à Atlanta. J'ai peu eu le sentiment qu'il se soit senti inquiété à un moment dans ce match. Grosse perf de Jalen Johnson, quand même 28 points, 11 rebonds. Mais ouais,
Voilà. Là, c'est un peu pareil, quoi. Il y a une marge quand même entre Dallas peut venir sans Luka, enfin presque sans Derek Lively. Il y a un autre joueur qui était manquant, je crois, dans le roster. Quentin Grimes qui est aussi malade. Donc je Voilà. pense qu'il y a un petit virus qui traîne dans le vestiaire des Mavericks. On sait que voilà, c'est la saison, hein, c'est la période, on est en Mm. novembre. Exactement. Donc, À qui le dites-vous? J'ai la gorge qui me brûle depuis le début de ce CQFR. Voilà, je tiens à vous le dire. C'est de boire de l'eau toutes les 2 minutes. Du côté d'Atlanta, il y a un truc qu'on avait senti venir et qui me fait de la peine. C'est qu'on avait senti venir la baisse de temps de jeu de Zaccharie Rizaché et ça se confirme match après match. Il a de moins en moins de minutes. Alors, c'est que 1, 2 de moins par-ci par-là, mais maintenant, c'est descendu jusqu'à 17 minutes. 5 points, 2 rebonds, 2 passes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, son plus-minus est positif. Alors, il joue avec les titulaires, ça aide. Mais malgré ça, ouais, on sent que les Hawks, il y a eu les retours de Bogdanovic et DeAndre Hunter. C'est des postes similaires. Lui, il perd du temps de jeu. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, Quinn Snyder, comme il veut gagner des matchs, on est dans une situation où Atlanta cherche encore pour l'instant aujourd'hui à gagner des matchs. Et effectivement, ce que je comprends. Et il y a un peu le réflexe de se dire, bah, allez, je fais confiance à mes vétérans, je me repose sur mes vétérans. Ça me titille, quoi. Ça me titille, même si DeAndre Hunter aujourd'hui est évidemment un meilleur joueur. Il faisait plutôt un bon début de saison. Alors, on verra si les Hawks. Aujourd'hui, c'est un meilleur joueur quand même. Non, mais j'ai un truc à dire. Vas-y, je te laisse finir. Après, là, il fait un mauvais match, mais sur l'ensemble du début de saison, tu vois, il est plutôt adroit. Enfin, il était plutôt adroit, là, les stats baissent, mais moi, ça m'attriste aussi. Je pense que les Hawks pourraient gagner des matchs en faisant jouer plus souvent Rizaché, en donnant plus de minutes à Rizaché, un peu moins à Hunter. Après, voilà, il y a peut-être une volonté de transférer Hunter, je sais pas trop. Mais ouais, vas-y, Ouais. Non, j'allais y venir parce que si tu regardes le roster des Hawks et les salaires, le premier salaire, bien sûr, c'est Trae Young, 43 millions. Derrière, c'est Clint Capella, 22 millions. Troisième, DeAndre Hunter, 21 millions. Pour moi, c'est les deux joueurs qui sont... je serais vraiment très surpris si les deux joueurs étaient encore dans l'équipe à la fin de la saison. Et je pense que... bien sûr, il y a la volonté de gagner des matchs. Je ne sais pas dans quelle mesure il n'y a pas la volonté aussi de montrer des joueurs, notamment DeAndre Hunter. Parce que voilà, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est un meilleur joueur que Zaccharie Rizaché. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'upside. Ça fait longtemps qu'on se dit si DeAndre Hunter passe un cap, etc. Il passe jamais le cap. Donc voilà, moi, pour les Hawks et pour Zaccharie Rizaché, je pense que la meilleure solution, ce serait peut-être de faire de la place à ce niveau-là et peut-être de récupérer un autre type de joueur qui peut t'aider autrement. Mais voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que c'est une manière de faire de la pub, hein, c'est de montrer Hunter et d'éventuellement. Je suis d'accord. En fait, je partage totalement ton avis. Il n'a pas passé le cap espéré, notamment balle en main, en fait. Balle en main, tu vois ce que Jalen Johnson fait, et DeAndre Hunter a jamais été proche de le faire. Jalen Johnson est arrivé très vite, il a montré des aptitudes de ce côté-là. Et Rizaché montre aussi une capacité un peu jouée. Pour moi, l'axe Trae Young, Rizaché, Johnson, Daniels, Okongwu, tu as un 5, tu sais que ça va être un bon 5. C'est que des jeunes, fais-les jouer ensemble, quoi. Et à un moment, ouais, j'espère qu'il y aura un trade d'Hunter ou qu'en tout cas, il y aura un réajustement des minutes. Voilà, après, c'est un peu. Je suis pas tout à fait, je suis pas forcément objectif parce que j'aime vraiment beaucoup Zaccharie Rizaché en tant que joueur. Mais je pense quand même que c'est ce qui est le mieux pour les Hawks. Il y a quand même une partie de moi qui essaie de rester de réaliste et qui se dit c'est quand même mieux peut-être de faire jouer vraiment Rizaché ensemble avec Johnson, Trae Young, Daniels et Okongwu. Bon, on verra à quel moment ça arrive. Ouais, en tout cas, c'est un roster, enfin, c'est un 5 où tu as 3 excellents playmakers, voire 4 si Jalen Johnson se développe un petit peu là-dedans. Et parce que c'est pareil, je trouve qu'au niveau du playmaking, la Trae Young, hier, il fait quand même 16 passes décisives. Ça reste un très bon playmaker. Zaccharie Rizaché, on sait qu'il peut le faire. Dyson Daniel, c'est très bon dans ce registre-là aussi. Donc, moi, je pense que c'est l'avenir des Hawks, il est de ce côté-là. Pour moi, Johnson, c'est déjà leur deuxième playmaker. C'est déjà leur deuxième meilleur playmaker. C'est encore plus que Daniel, je dirais même. Enfin, après, si, pareil, Daniel. À la passe, je trouve moins bon que Daniels à la passe, mais. Ouais, c'est pas le même poste. Mais par exemple, tu vois, il y a 5 passes décisives par match. Dans la création, plutôt que la passe, la qualité de passe elle-même. Mais dans la création, je trouve que Jalen Johnson, c'est déjà leur deuxième joueur le plus important. Mais j'aime beaucoup ce quatuor, quoi. Et puis au Congo, je pense que c'est le complément plutôt intéressant. Tu vois, rim runner, protecteur de cercle, athlétique, c'est parfait autour de ces mecs-là, quoi. Non, t'as raison, t'as tout à fait raison, pardon. Je vérifiais, tu vois, je le voyais pas comme ça, mais t'as raison. Je pensais pas qu'il était à autant de passes décisives par match, Jalen Johnson. Je me range de ton côté.
Et du coup, il restait un match, je crois, que j'ai oublié, c'est celui de Memphis contre Portland. C'était Ouais. pas le plus intéressant de la nuit. Victoire des Grizzlies 123-98. La bonne nouvelle, par contre, c'est le retour de Ja Morant et qui revient bien de suite. 22 points, 11 passes en 23 minutes dès son retour. Il fait une bonne saison, Ja Morant. Hein. Et Shai, il avait souligné, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment pas que dans le scoring cette saison. Il y a beaucoup de matchs avec pas mal de passes. Ouais, c'est ça, parce qu'hier, il fait 22 points, 11 passes, tu l'as dit. Et ouais, cette équipe, bah, après, bon, ça reste, entre guillemets, à Portland, même si Portland a finalement réussi à gagner des matchs un petit peu surprenants hein, ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais de toute façon, c'est un excellent joueur, Ja Morant. Enfin, c'est pas pour remettre une pub sur le podcast d'hier sur Zion Williamson, mais le problème de Ja Morant, c'est un peu le même que celui de Zion, même si c'est pas pour les mêmes raisons. C'est que quand il est sur le terrain, tout va très bien quand il est sur le terrain, en fait. Faut juste qu'il trouve le moyen de rester sur le parquet. Ouais, c'est clair. Puis Memphis fait, Memphis. Après, même sans lui, ils ont réussi à gagner grâce à Scottie Pippen Jr. qui là, du coup, se retrouve relayé au bout du banc. Il a fait 3 points, 4 rebonds, 4 passes. Memphis avec 11-7. Je vais regarder leur place à l'Ouest. Ils doivent être très bien classés. 11-7, ils sont cinquième. Ouais, cinquième. Ouais, bon, c'est déjà bien en fait. Cinquième quand t'es Memphis, c'est déjà pas mal. Début de Et saison plutôt intéressant. J'avais pas vu Santi Aldama qui a pris 17 rebonds hier, quand même. J'avais pas fait gaffe non plus. Ouais, 7 rebonds offensifs. je viens de le voir au passage. Lui, j'aime beaucoup. Sacré joueur. Ouais, moi aussi. Ouais, Pareil. franchement. Il est bien plus jeune qu'on. Il a 23 ans, je crois, si je me Ouais, trompe ouais, pas. c'est ça. C'est Mm. ça. Et il a 23 ans, il est déjà enfin, il est bon en attaque, il se donne et tout. Il y a un potentiel intéressant. Et Brandon Clark a joué 11 points, 9 rebonds. Je me demande si c'était pas son match de retour. Non, non, il avait déjà joué cette saison. Comme quoi, tu vois, j'avais pas fait gaffe. Alors, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, Memphis. Mais ça se passe plutôt pas mal du côté des Grizzlies. Écoute, on a fait le 9 tour, points, Théo. ouais, 9 points pour Ryan Rupert, simplement, au Ah passage, du côté des oui, Blazers. oui, c'est le Français qui s'est le plus illustré la nuit dernière au final, Ryan Rupert. Mm. On va s'arrêter là. Hum, Ce soir, il y aura donc sur Twitch 23h30 un rendez-vous spécial juste avant les matchs de NBA Cup. Soyez au rendez-vous sur la chaîne Twitch de Basket Session Reverse. Et nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Je vous rappelle quand même que le podcast d'hier sur Zion Williamson est toujours disponible. Voilà, si ça vous intéresse, allez jeter une oreille ou un œil. Les deux marches. J'ai créé cette expression là à l'instant. Parfait. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.